Bienvenue dans le podcast Femme Kachayeko, un podcast féministe, décolonial et intersectionnel qui s'intéresse à la place de la femme dans les sociétés ultramarines. Et aujourd'hui, nous abordons l'épisode 8 du podcast « Explorons notre sexualité ». On va parler audiovisuel, mais plus étroitement du cinéma, avec Sarah. Coucou Sarah. Salut. Alors, est-ce que tu peux nous faire une petite présentation de ta personne, s'il te plaît? Une présentation de ma personne. Je suis Sarah, j'ai 31 ans, je suis réalisatrice et voilà, donc je travaille sur des projets audiovisuels, cinéma en Guadeloupe. Je suis rentrée depuis 5 ans, je fais des études en France, etc. Et donc voilà, je travaille depuis 5 ans ici. Voilà, pour ma personne. Merci beaucoup. Du coup, on s'est rencontrés à la radio Chui Chui Chui, Oui, que tu animes avec 2 autres personnes qui sont également dans l'audiovisuel ou pas du tout? Alors, pas du tout. Elles sont vraiment pas du tout dans ce domaine, mais on est copines. Et en fait, oui, effectivement, une émission de radio, ça manquait. Et d'ailleurs, on vous remercie de, entre guillemets, reprendre le flambeau parce que ça manquait vraiment énormément. Faire une émission, de faire une émission en fait que les femmes, et en tout cas, puissent se retrouver dans les propos. Voilà, on parle de sujets qui ont attrait à la féminité d'une manière assez générale. Donc, ça fait 3 ans qu'on fait ça. Là, on est un petit peu en stand-by. Mais voilà, donc l'aventure a commencé il y a 3 ans avec mes deux copines. En fait, on s'est simplement dit que nos discussions, il fallait absolument qu'on les fasse, qu'on les partage à tout le monde, un peu comme vous, j'imagine. Ouais, totalement. Et du coup, parce que c'est Alors, juste pour petite note, on enregistre avec Skype, donc peut-être de temps en temps, il va y avoir des petits accros. Donc, on s'excuse pour ça, mais normalement, l'épisode, vous allez bien l'entendre. Du coup, qu'on parle d'audiovisuel, qu'on parle de représentation des femmes, qu'on parle de représentation de la sexualité des femmes en général, dans le cinéma, il y a toujours... c'est toujours assez particulier parce que les films sont majoritairement écrits et réalisés par des hommes blancs qui mettent en avant des femmes très sexualisées, pas forcément avec un super rôle, un super dialogue, mais il faut, comme disait Solène, faut que ces femmes plaisent tant aux réalisateurs, tant finalement qu'aux spectateurs, souvent, même pas spectatrices, mais spectateurs, genre vraiment la jante masculine. Ce qui est intéressant, c'est qu'il faut qu'ils plaisent aux spectateurs supposés, parce que quand tu regardes les chiffres, c'est plus les femmes et les enfants qui vont regarder les films, mais pourtant, quand un écrivain écrit, quand un réalisateur fait un film, dans sa tête, il faut qu'il plaise à son fils, en fait, à son fils et à ses amis à lui. Donc, c'est vraiment faut que ça plaise à lui, faut que ça lui plaise, quoi. Oui, il faut que ça lui plaise. Enfin, c'est-à-dire ils ont une vision très phallocentrée de leur monde cinématographique. Voilà, donc en gros, ils créent leur monde idéal, en fait. C'est-à-dire que quand tu réalises un film, tu crées ton monde. Et donc, évidemment, dans leur monde idéal, les femmes, elles sont toutes nues, elles sont sans poils, elles sont... de sexe tout le temps. Oui, voilà, elles ont envie de sexe en permanence, enfin voilà quoi. Et puis quand elles n'ont pas envie de sexe, du coup, elles sont les cheveux attachés, elles sont sévères, elles sont... oui, c'est vrai, c'est vrai. Voilà, il y a des espèces de représentations comme ça très stéréotypées, enfin voilà. Donc en fait, je pense que c'est vraiment juste comment dire, c'est une révélation en fait de ce qui se passe dans leur tête. Quand tu es réalisateur, il y a certains réalisateurs, c'est pas vrai pour tout le monde, mais il y a certains réalisateurs qui ont une patte. On voit comment ça se passe dans leur tête à l'écran. Et c'est pour ça qu'on les aime ou qu'on les aime pas. Après, c'est comment dire, c'est un monde certainement imaginaire, inventé, fantasmé, mais du coup, on voit d'où découlent les fantasmes, quoi. On se dit, bon, en fait, quand on sexualise, simplement, en fait, juste les Américains, par exemple, sont très puritains, très chastes. Sur la représentation de la sexualité de la femme. Donc, elle n'est pas du tout libérée, par exemple, dans les comédies. Ouais, sexuellement, elles ne sont pas du tout libérées.
dans les comédies, il y a toujours cette image où on est au-dessus du lit. Et puis, la femme, elle est recouverte jusqu'ici, là, parce qu'il ne faut absolument pas qu'on voit un téton ou quoi que ce soit. Et puis, l'homme, par contre, il peut montrer son torse, il n'y a pas de souci. Donc, dans ce sens-là, déjà, moi, je trouve qu'on a un souci de représentation de la sexualité. Et dans un autre sens, il y a beaucoup, en France, par exemple, ou dans les pays scandinaves ou des pays de l'Est, par exemple, il y a des réalisateurs ouverts sur la sexualité féminine, mais de leur point de vue. C'est-à-dire qu'il faut qu'on voit, quand une femme est nue, il faut qu'elle soit hyper sensuelle, femme fatale, avec voilà, des... Enfin voilà, on voit très rarement un truc naturel, normal d'une sexualité féminine, en fait. C'est très rare. Et en plus, il y a quelques temps, quand le film Bird of Prey avec Margot Robbie est sorti, j'avais vu une bonne critique en fait sur la différence qu'il pouvait y avoir entre un scénario écrit et réalisé par un homme et un scénario écrit et réalisé par une femme, qui disait qu'en fait, qu'on regarde Suicide Squad et Bird of Prey, il y a vraiment une limite, enfin pas une limite, mais une différence vraiment tangible dans le fait que dans le costume dans Bird of Prey de Margot Robbie, enfin il est fun, elle s'amuse avec, il est clairement pas déchiré sur des points complètement absurdes, et puis ça fait beaucoup plus de sens avec son personnage que quelque chose de vachement plus sexualisé en fait. Et dans ces représentations, il y a en tout cas dans le cinéma français, c'est vrai qu'on a souvent affaire aux femmes soit fatales, soit aux femmes très rigides et frigides, soit finalement aux femmes soumises. Avant de se recentrer du coup sur nous-mêmes, femmes ultramarines, je sais plus si ça a vraiment du sens de le dire, mais du coup, je sais plus jusqu'où t'as écouté. J'ai entendu. Mince, c'était quoi la suite? Bird of Prey. Oui, voilà, c'est ça. Voilà, il y avait la différence entre les scénarios masculins, la représentation, du personnage elle-même. Voilà, j'ai entendu jusque-là et après. Ok, et du coup, je vais peut-être aller sur une question du coup pour être beaucoup plus interactive. Mais du coup, souvent on entend que le cinéma féminin est justement le meilleur cinéma pour représenter en fait les femmes, en tout cas dans leur sexualité, le porno féministe aussi qui commence à se faire de plus en plus de place, les films écrits et réalisés par des femmes. Et par exemple, je pense notamment à Amandine Gay qui met en avant les femmes racisées. Du coup, est-ce que forcément on pourrait peut-être pour la meilleure représentation parler d'un cinéma afro-féministe et d'un cinéma féminin blanc européen, parce que par exemple avec Bande de filles de, je sais plus comment elle s'appelle, Adèle Sciamma. Céline Sciamma. Céline Sciamma, enfin la représentation des femmes racisées a été catastrophique. Enfin c'est forcément que des bandes, c'est une bande de racailles. Ouais non, c'était une catastrophe. C'était une vraie catastrophe. Ce film, c'était juste pas possible quoi. En fait, ça ramène aux mêmes réflexions que le féminisme en tant que mouvement. Parce que le féminisme, on sait très bien en tant que femme racisée que le féminisme, c'est facile de dire que c'est juste une affaire de blanc, quoi, qu'il a été hijacké par les femmes blanches. Et je pense que c'est la même réflexion en ce qui concerne le cinéma. Si on dit juste un cinéma féminin, ça va être très facile et même, on peut le voir venir que les femmes racisées seront mal représentées, sous-représentées, etc., parce que c'est la même chose, c'est le même questionnement. Et puis ça revient aux femmes, la relation qu'on a entre femmes blanches, femmes racisées, etc., femmes caribéennes, femmes afrodescendantes, etc., etc. Donc je pense que tout comme le féminisme, alors doit y avoir un cinéma féminin comme le mouvement féministe. Mais il doit aussi y avoir comme des sous-groupes ou des sous-branches peut-être qui permettent vraiment une bonne représentation de femmes, quoi. Oui, alors en plus, tout dépend de la représentation qu'on a de la sexualité d'une manière générale, qu'on soit noir ou blanc. Enfin voilà, c'est-à-dire que d'une manière générale, la sexualité qu'on a est représentée dans nos films. Donc il suffit qu'une femme, en général plutôt blanche du coup, ait une représentation de la sexualité un peu hétéronormée. Voilà, donc tout de suite on va tomber dans le cliché, ça n'empêche pas. Ensuite, effectivement, quand on est une femme racisée,
on a un peu plus d'ouverture sur la question. Je dis pas que on est forcément très ouvert sur l'homosexualité, par exemple, ou sur des pratiques. C'est vrai qu'il y a cette espèce de clivage aussi quand on est racisé. On n'a pas le droit d'avoir des kinks, tu vois. On n'a pas le droit d'avoir des perversions. Mais j'ai l'impression que c'est parce qu'on est nous-mêmes une perversion. Oui, en tant que femme racisée. On est le kink de la société, exactement, entre guillemets. Ça, c'est-à-dire que comme on est déjà cible de fétichisme, donc en fait, on ne peut pas en avoir, nous, parce qu'on est déjà cet objet-là. Donc du coup, ça complexifie encore la chose. Je dis ça parce que, par exemple, dans l'émission, on avait fait une émission dans Chui, où on avait parlé du dirty talk, par exemple. Donc ce genre de représentation-là comment dire, ça a un autre goût quand tu mets ça en image, quand tu es une femme noire et que tu as besoin de représenter une femme noire sous ta conception de la sexualité. On a un problème. Enfin, moi, je trouve qu'on a un problème avec ça. On peut pas dire qu'on est des salopes, par exemple. C'est-à-dire que si Oli, c'est ton kiff, je veux dire, ça te regarde. Si tu as envie de mettre ça en image, c'est un peu plus compliqué parce que du coup, on va se dire attends, il y a un problème. Vous voulez pas qu'on vous traite de salope, et pourtant, vous mettez ça en image, etc. Déjà, quand tu es une femme, d'une manière générale, c'est compliqué. Mais en plus, si tu es racisée, parce que il y a le double manque de respect, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, quand tu mets ça en image, par exemple, je regardais un épisode d'Insecure justement hier. Qui revient bientôt. Oui. Voilà, donc je me retrouvais un épisode de la saison 2 où en fait il y a une histoire d'éjaculation faciale non désirée, non prévenue. Voilà, et en fait, il se trouve que, en tout cas, Issa le prend très mal dans la série. Elle pète un plomb, elle se dit non, mais t'as pas le droit de faire ça, t'aurais au moins pu me prévenir, je me serais attendue à quelque chose. Et en fait, j'ai remarqué, et quand elle appelle sa copine pour lui dire non, mais tu te rends compte, il m'a joué dans le visage, etc., elle n'est pas contente non plus, quoi. Et moi, je sais que la première question que je me suis posée, c'est est-ce qu'il faut qu'on pense que quand on te fait ça, c'est pas bien? Est-ce qu'il faut qu'on pense que, tu vois? Et j'étais là, qu'est-ce qu'il faut que je pense? Parce que moi, j'ai mon avis personnel là-dessus. Certes, c'est ma sexualité et voilà. Mais sauf que les garçons avaient l'air de dire que c'est pas grave. Les meufs avaient l'air de dire que c'est extrêmement grave. Et tu ne sais pas où te positionner là-dessus parce que c'est une série racisée et qu'on est dans un truc un peu... non, mais enfin, vous n'allez pas en plus nous manquer de respect à ce niveau-là, quoi. Ouais, parce que je pense qu'au niveau de la sexualité, parfois, on omet juste la communication, en fait. Des fois, il faut juste en discuter. Je pense que dans un cas comme ça, c'est pas tant si la pratique en elle-même est acceptable ou pas acceptable. Ça te regarde, tu t'en fais ce que tu veux, en fait. C'est les affaires de personne. Mais recentrer ces pratiques peut-être sur la communication, en parler. Est-ce que tu aimes ça? Est-ce que tu veux ça? Est-ce que tu n'aimes pas ça? Est-ce que tu n'aimes pas ça? Genre, au lieu de commencer un débat sur les opinions de chacun sur telle ou telle pratique, parce que ça n'amènera... Mais c'est ça, surtout parce qu'en général, dans les films, c'est toujours inné. Les femmes, elles sont toujours au courant de qu'est-ce qu'il faut faire, et l'homme, d'une façon très générale, se laisse faire parce qu'il sait que la femme va prendre en charge ses désirs à lui, sans forcément prendre lui en compte les désirs de la femme avec qui il est. Et lorsqu'on est dans la représentation des femmes, comment dirais-je, racisées en général, d'une part, il y a toujours cette double dynamique d'un point de vue racial, parce que ce sont des femmes d'une part racisées, et comme on l'a dit, elles sont très vite fétichisées, mais dans le monde du cinéma, la représentation n'est que soit de la soumission, soit en fait de l'assistanat. Servitude, ouais. Et en fonction du groupe racial, quoi. Ça veut dire que les maghrébines seront comme et ça je l'ai pris d'un site qui s'appelle La Lab, donc c'est une association, et qui mettait en parallèle en fait ton groupe racial te ramène à quel rôle dans le cinéma. Les femmes africaines en général, afro-descendantes vraiment venant d'Afrique, sont les racailles de banlieue.
Où sont les femmes de ménage. Les maghrébines sont en général les mères très, je sais pas comment, très conservatrices qui n'aiment pas voir leurs enfants sortir, mais en plus, il y a toujours la jeune fille qui se sent mal dans sa famille, puis un beau homme occidental qui arrive sur son cheval blanc pour la sauver. Et dans le cas des femmes antillaises et des femmes en tout cas venant des dom-toms, on est d'une part les infirmières, mais on a toujours ce côté d'assistante en permanence des autres. On n'a pas de rôle, on n'a jamais un rôle marquant, tu vois. Et quand je pense à Firmin Richard, qui est quand même, qui est une super actrice, est-ce que je la connais autrement qu'en étant soit femme de ménage ou infirmière. En fait. Non, mais bien sûr. Et c'est ça, et surtout, c'est quand tu donnes à représenter ce genre de rôle au cinéma, ça donne forcément déjà au niveau de l'estime de soi, c'est assez bas, mais en plus ça te dit que quoi qu'il arrive, ta place n'est que en bas, elle n'est que celle de l'oppressé, c'est celle de l'histoire en fait. Mais c'est ça, parce qu'en fait t'as aucune initiative dans quoi que ce soit, tu te permets quelques commentaires en créole histoire de montrer un peu que tu viens des Antilles ou de la Réunion enfin voilà. Donc il y a toujours ce côté où un personnage qui est représenté à la télé, étant donné que ce personnage est forcément sexualisé à un moment donné ou sensualisé, ça te donne toujours l'idée de la place de la femme dans sa vie sexuelle. En tout cas des femmes ultramarines dans leur vie sexuelle, aux femmes racisées en général, qui sont toujours dans la soumission. Oui, alors toujours dans la soumission, et j'aimerais ajouter quelque chose pour la femme antillaise. Alors, du coup, plutôt mulâtresse dans ce cas-là, en tout cas. Quand elle est antillaise mais mulâtresse, du coup, elle devient l'objet sexuel par excellence. Elle devient la sensualité, le charme et le truc exotique, quoi. Le petit fruit, le petit bonbon, le truc sucré. Et donc voilà, on est dans quelque chose. On a un espèce de pas un peu dégueulasse, faut le dire, où voilà, quand on est noir, en fait, on est docile. On est docile, on est soumise, on est comment dire, on est cible de fétichisme, mais dans le sens où elle sera soumise et bien gentille. Et puis, enfin voilà, comme tu disais, c'est la femme de ménage, quoi. C'est la femme de ménage, c'est Nafissatou Diallo. C'est, tu vois, dans l'esprit. Et dès qu'on passe à quelque chose d'un peu plus clair, mais pas trop blanc non plus. D'un seul coup, ça se transforme, la charmeuse, la sorcière, l'envoûtant. Voilà. Et dans tous les cas, de toute façon, une présentation complètement fantasmée et ridicule et exagérée. Et donc voilà, on est à chaque fois, évidemment, en plus, tout ça, c'est des sous-couches de conneries. Mais... Et quand c'est représenté dans les films, en fait, ça paraît presque normal. C'est-à-dire qu'en fait, je pense pas qu'on verrait, tu vois, on se dirait une femme noire qui est représentée comme une femme métissée ou même comme une femme blanche. Tu vois, ça surprendrait. Il y aurait quelque chose même qui n'irait pas dans certains esprits. Tu vois, on se dirait, c'est un blanc qui a fait ça. Tu vois, t'as cette espèce de recul qui fait, tiens, c'est un réalisateur homme blanc qui a fait ça. Waouh. Tu vois, toi-même, tu pourrais te dire, non, mais en fait, il y a un truc pas normal, tu vois. Et très souvent, une belle femme noire représentée dans un film, elle est mannequin. C'est Naomi. Tu vois, voilà, ça, c'est un canon, c'est indéniable. Tout le monde la trouve belle, tout le monde la trouve désirable. Là, il n'y a pas de doute. Et limite, elle est dominante, en fait. Limite, elle marche sur toi parce que tu vois, elle est grande, elle est fine, elle est longiligne. Et il n'y a rien qui peut l'arrêter, quoi. C'est Beyoncé. Et du coup, elle marche sur toi. Et encore une fois, là, c'est représenté de façon tellement masculine, en fait, juste, tout simplement. On se demande pas si c'est... En fait, il y a un truc où on ne prend pas de recul et on ne se demande pas si cette femme est lesbienne, par exemple. On ne se demande pas si cette femme a subi des choses, parce que, tu vois, elle est en confiance, tu vois. Donc, on ne se demande pas si elle a subi des choses. Oui, puis surtout, c'est très rare d'avoir un personnage de femme noire qui a une quelconque profondeur. En fait, là, je pense que ça commence à changer. Mais avant, c'était très... les personnages noirs en général, mais en plus, les femmes noires sont extrêmement plates en termes d'histoire. Il n'y a aucune...
Elles ont une seule dimension, elles ont un seul rôle, ça va être infirmière, elle est juste infirmière, tu sais pas vraiment d'où, tu imagines qu'elle vient de quelque part dans l'océan, dans la mer des Caraïbes, hein, à l'oreille. Tu sais pas où elle a grandi, qui sont ses parents, machin, quelle est sa situation. Peut-être que tu sais même pas si elle a des enfants, si elle est mariée, ça. Et le truc, c'est qu'il y a aucun... Tu sens vraiment, quand tu regardes ces films-là en tant que personne noire, tu sens qu'il y a aucun intérêt, en fait. Tout le monde s'en fout. À part toi, parce que t'es genre, hé, ça va, je viens de voir la première personne noire en 45 minutes de film. Et donc, tu sens qu'il n'y a aucun intérêt. Et moi, je me demande, parce que du coup, quand je t'entendais parler, je me disais... Donc, du coup, quand on y pense comme ça, un cinéma féminin pourrait peut-être pallier au problème, mais même ça, hein, ça revient un peu à ce que tu disais plus tôt. Chaque femme a sa représentation de la sexualité, mais si on va dans l'opposition femme noire, femme blanche, on en discutait avec Mélissa, le fait que la sexualité pour les femmes noires et pour les femmes racisées, pour les femmes blanches et les femmes racisées, ça a un rôle différent, genre la femme blanche en se déshabillant, entre guillemets, en se découvrant le sein, pour elle, c'est un acte libérateur, parce qu'elle a toujours été cette vierge, cette sainteté, cette machin, couvrez-moi ce sein que je ne sais voir, etc., etc. Alors que pour la femme racisée qui a été nue pendant des centenaires, il n'y a aucun... Il y a aucun au sein tout le reste de l'humanité, quoi. Exactement, il y a aucun, j'exagère, mais il n'y a pas vraiment d'acte libérateur dans se découvrir, en fait, parce que tout le monde connaît nos corps, entre guillemets. Tout le monde a déjà vu, on était littéralement dans des zoos. Donc là, je pense que c'est là où ça devient peut-être plus compliqué de comment représenter une femme. Je pense qu'il y aura toujours des critiques à faire, mais comment représenter correctement, entre guillemets, des femmes racisées, parce que la sexualité est tellement... personnel, et le point de vue de ça renvoie à plein d'autres discussions, quoi. Donc un cinéma féminin, peut-être un film. C'est jamais tendre aussi, c'est-à-dire que c'est jamais associé à la tendresse. Je pensais à ça. Oui, voilà, elle a toujours subi des choses. Tu vois, si elle monte pas son corps, c'est parce que voilà, elle a des cicatrices, elle a des trucs, et c'est vrai ça. C'est l'affaire de cicatrices. Ouais, il y a des... Enfin, voilà, quoi, c'est des vieux relents de choses... J'y pensais parce que quand Mélissa m'a apporté l'idée, justement, de faire l'épisode avec toi, tout ça, je me suis dit, mais en fait, moi, en tant que femme noire foncée de peau, la tendresse... genre, les gens n'ont pas été tendres avec moi. Genre, je n'ai pas... Et c'est vraiment en y réfléchissant que le rapport à la tendresse et les femmes racisées, c'est genre... Mais en fait, non, pas du tout. J'ai pas de... Mais non, puisque elle est forte, tu comprends. Elle en a pas besoin, en fait. Puisqu'elle a une peau super dure. De toute façon, tu peux toujours la caresser. Elle va rien sentir. C'est toujours représenté comme ça. Et voilà. Et comme elle a subi des choses, comme elle a souffert, évidemment, parce que bon, tu comprends. Et c'est toujours relevé. C'est une femme forte, quoi. Donc elle a pas besoin de ta tendresse. Elle a pas besoin de toi. Elle n'a pas besoin de toi, et tout ce dont tu rêves, c'est de la posséder, c'est de lui faire des choses, machin, c'est le fantasme de casser la carapace, tu vois. Mais tu n'y arriveras pas, parce que bon, elle est forte, la femme noire, c'est tout, elle est forte, elle est comme ça. Oui, elle est comme ça. Et en plus, hors des femmes noires en général, quand il faut que je pense aux films que j'ai pu regarder avec les représentations asiatiques, les femmes sont muettes aussi, hein. Elles sont un pot de vase que tu mets à côté et que les hommes prennent à disposition. Et c'est assez intéressant. Je pense que je ne me rappelle pas avoir vu ne serait-ce qu'un film avec un personnage. Déjà, en plus, ça se fait pas encore ici, mais où l'actrice principale est une femme asiatique qui ait un rôle profond, qui ait quelque chose à dire, qui en fait revendique des choses, parce que très souvent... elles sont souvent la petite épicière, la petite restauratrice. Elles sont très menues. Et puis on les prend souvent âgées. Tu sais, c'est le couple d'asiatiques à un restaurant pas loin, puis qui ont des opinions très fortes, qui parlent très, très fort, genre toujours dans les stéréotypes. Ouais, mais c'est ça. Et en fait, c'est assez fou de voir que le cinéma français n'est pas du tout est très opaque en fait au changement de ses rôles parce que même la femme,
la représentation des femmes maghrébines, des femmes arabes, quand j'y pense, la femme arabe, elle a toujours vécu un truc qui l'a rendue complètement chétive, quoi. Elle est là, elle est toujours en peine, elle traîne son corps, elle traîne C'est très sa forcément son père parce que tu sais à quel point elles sont soumises aux mais hommes ouais, qui doivent et leur même pas passer. que son père, mais quand elle arrive en France, eh ben, elle ose pas, elle fait jamais trop de bruit non plus. Elle reste très dans son carcan, et puis c'est souvent ses enfants qui lui disent non, tu ne peux pas rester comme ça. Mais voilà, on n'en sort pas. Et quand il faut que je pense au cinéma ultramarin, déjà j'ai essayé de taper actrice et réalisatrice des Dom-Tom. Je n'ai pas, enfin, ça m'a un peu choquée de voir que je n'ai pas trouvé quelqu'un qui s'intéresse ou qui prenne la peine d'écrire un article en fait sur les femmes ultramarines, quoi. Qu'est-ce qu'elles font, qu'est-ce qu'elles réalisent, etc. On est en fait que sous la même bannière, soit des femmes noires en général, soit des femmes comment dirais-je, maghrébines d'un côté, des femmes asiatiques de l'autre. Et du coup, on a en plus, on n'est pas du tout individualisé, on est tous les mêmes, femmes des Caraïbes, sachant on va tirer plus sur métis et noirs, du coup, on va rentrer aussi dans les rôles faits pour les Africains. Enfin, entre guillemets, on peut pas me voir, mais je les ai faits. Et du coup, il y a toujours cette façon aussi de nous, je sais pas comment dire, mais de nous effacer encore plus, de nous invisibiliser, parce qu'on n'a pas de représentation d'un cinéma 100% guadeloupéen. Les vidéastes qu'on va rencontrer, les réalisatrices, on va savoir qu'elles existent parce que localement, il va y avoir des petits festivals, on va pouvoir les connaître, on va pouvoir savoir qu'est-ce qu'elles vont faire, mais d'un point de vue national, elles sont très peu. Il n'y a pas de visibilité. On est juste dans un tout, quoi. On est dans un flou et dans un tout cinématographique. On n'a pas notre place individuelle. En fait, je suis même pas sûre que ce soit on nous laisse pas la place. C'est juste que quand on prend la place, parce qu'il y en a qui l'ont prise, qui ont des trucs en fait. Moi, je veux faire des films, moi je veux faire du cinéma. Il y en a qui ont pris cette place-là c'est-à-dire on les a même récompensés, c'est pas la question. Par exemple, Zan Palsy a été la première réalisatrice femme française à recevoir un César pour son premier film, première réalisatrice noire en France, antillaise. Ça avait été dur en plus pour elle d'être reconnue. Elle a d'abord été reconnue internationalement avant d'être reconnue par la France. C'est fou quand même. C'est complètement dingue. Et en fait, tu te dis, à un moment donné, la France doit reconnaître quand même. La France est trop arrogante. Elle est française. Alors du coup, tu t'es arrêtée quand la réalisatrice s'est fait reconnaître? Oui, voilà. En fait, je disais qu'à un moment donné, en France, est-ce qu'on peut juste ouvrir les yeux c'est-à-dire que, tu vois, quand Thierry Henry devient français d'un seul coup, parce qu'avant, il était antillais, tu vois. Ouais. Quand il devient français, là, tu vois, on est un peu dans le même délire, sauf que c'est une femme et que c'était son premier film et qu'elle n'a pas reçu d'autres prix depuis. En tout cas, c'est pas du sport. Voilà, c'est ça. On est dans autre chose. Donc, elle a quand même eu le mérite d'arriver jusqu'à. Enfin, ils ont en tout cas eux eu le mérite de la récompenser parce qu'à un moment donné, c'est des conneries. Mais voilà. Et depuis, on n'en parle pas, quoi. C'est une réalisatrice française. C'est la première femme noire, c'est la première personne noire à recevoir un César. Je veux dire, voilà quoi, on est je sais plus, en 84, 85, quelque chose comme ça, 86 peut-être. Et on n'a jamais. Et jamais plus, j'en entends parler dans les trucs. Enfin, et comment dire, c'est Omar Sy en 2012 qui reçoit le César du meilleur acteur. Alors là. Pour la première fois, je veux dire, on est en 2012, quoi. Enfin, c'est juste n'importe quoi. Et avant ça, il n'y a personne qui fait aucune référence à Zan Palsy en se disant, ah bah oui, en fait, avant lui, il y a une personne noire qui a reçu un César. Et ça fait déjà plus de 20 ans, plus de 30 ans, quoi. Non, il y a vraiment un effort de nous, comme disait Mélissa, de nous effacer, en fait. Et le truc, c'est que pour pallier à ça, ça devrait pas être notre mission, en fait, de devoir pallier à ça. Ça devrait pas être notre poids de devoir se battre. Non seulement faire des films, c'est compliqué, mais si en plus on doit se battre pour être reconnu, pour être vu, pour être comprise, etc.,
voilà quoi, ça fait vraiment beaucoup et c'est difficile quand tu veux évoluer dans le milieu du cinéma, de voir à quel point tu es facilement ignoré en fait, parce qu'il y a un effort conscient et parce que on parle de générations qui ont été élevées assez visuelles, donc nous on les a intégrés un peu ces visuels, c'est sûr, hein, ces représentations. L'impact que ces choses-là ont sur nous est indéniable, quoi. Mais il faut aussi voir l'impact que ça a sur les populations blanches qui pensent que c'est la vérité, en fait. Qui pensent que c'est une femme racisée, soumise, docile. C'est nous, en fait, c'est tout le monde, c'est nous. Et c'est ça l'impact. Nous, encore, on l'intègre de façon inconsciente, mais bon, on a quand même, par le fait d'être noir et d'exister autour de femmes noires, on peut se dire que bon, c'est une vérité, mais c'est pas toute la vérité. Mais les populations blanches qui ne sont pas en contact avec les personnes noires et leur seul accès aux personnes racisées, ce sont ces représentations complètement plates et en une dimension, pour eux, c'est une vérité et ils la perpétuent en fait, génération après génération, parce qu'il n'y a aucun effort de dire, OK, on raconte un peu que des conneries, ce n'est pas vrai. Il n'y a pas ce discours-là. Je dirais même que, nous-mêmes, à force en fait de voir ce genre de représentation, il y a des fois où, quand ça change enfin, on se demande si c'est bien ou si c'est pas bien. Moi, je sais que des fois, j'ai une seconde de me dire, c'est bien ça ou pas? Tu vois, je suis contente de ça ou pas? Oui, voilà, c'est ça. Est-ce que j'aime bien ça? Est-ce que en termes de, et puis pour revenir à la sexualité en tout cas la représentation de la sexualité des femmes noires, dans le cinéma, il y a le film de Melina Matsuka, Queen and Slim. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Je l'ai pas encore vu. Pas de spoil. Bon, alors, je ne spoil rien, je parle juste de ce que j'ai ressenti à un moment donné, en fait, dans le film. Queen, elle change de tenue. Et à un moment donné, cette scène est d'ailleurs assez... elle est très visuelle et tout ça. Quand ils vont en cavale, ça, c'est pas un spoiler. Oui, voilà, quand ils vont s'apprêter à partir, etc. Okay. Donc, c'est un peu la panique, etc. Et donc, elle change de tenue, puisqu'il ne faut pas qu'on la reconnaisse. Voilà, donc jusqu'ici, voilà. Et en fait, j'ai eu cette seconde de est-ce que j'aime comment elle est habillée? Est-ce que ça représente les femmes noires? Est-ce qu'on n'est pas en exagération? C'est une femme qui a fait ce film? Est-ce qu'elle assume ça? Et en fait, tu vois, il y a eu un tas de questions comme ça qui sont venues, et je me suis dit, c'est une femme noire qui a fait ce film-là, elle met en scène une femme noire qui s'habille comme ça, etc. Est-ce que c'est bien? Why not, en fait? T'as vu? C'est intéressant parce que moi, quand je l'ai vu, j'ai trouvé ça intéressant qu'elle montre une femme noire sous différents... Parce que du coup, il y a Queen dans la voiture au tout début qui est très bon, pas stricte, mais bon, voilà quoi, elle est respectable. Mais tu vois, voilà, col roulé, machin, très... pardon. Et d'un coup, en fait, c'est comme si on avait deux Queen. Et moi, j'ai aimé, parce que ça se rapproche plus de nos personnalités. En fait, on n'est pas juste... Oui, mais du coup, ça comment te dire? C'est cette espèce de truc de la dévergonder, de la déguinder, tu vois. Et c'est là que ça m'a posé question. Je me suis dit, est-ce que quand on a un col roulé, est-ce qu'on ne peut pas être une super coquine, par exemple? Je sais pas, tu vois. Mais moi, le fait qu'elle le montre, ça m'a... Moi, tu vois, c'est intéressant parce que moi, je l'ai vraiment vu. Le fait qu'elle montre ces deux parties de Queen montre qu'elle est les deux dans un même corps. Parce que Queen, avant et après, ça aurait été deux personnages dans une histoire mainstream. Tu aurais eu la Queen col roulé et la Queen dévergondée. Alors que moi, j'ai trouvé ça intéressant qu'elle rassemble ces deux personnages qui normalement ça aurait été deux amies, tu aurais l'hypersexualisée et celle qui a que des bonnes notes et des A's et whatever, qu'elle les rassemblait sous le même... Mais c'est bien qu'on ait des films qui nous poussent à se poser des questions. Rien que ça, je trouve ça... La question est venue direct et tu vois, et en même temps, tu te poses la question à toi, tu te dis, mais pourquoi en fait? Pourquoi tu te poses ces questions? Qu'est-ce qui te dérange en fait? Et au fur et à mesure... J'ai question quand j'ai vu Firmin Richard, quoi. Donc moi, je suis contente d'avoir... quelque chose qui pousse à la réflexion.
Je n'ai pas, évidemment, je n'ai pas encore vu ça dans le cinéma français et on en est bien loin. Je veux dire, et puis même les réalisatrices françaises d'origine africaine ou d'origine antillaise ou qui essayent de faire des choses, elles vont se brimer. Elles vont se brimer volontairement. Parce que c'est sûr. On va leur mettre un coup près. Enfin, ça va être compliqué pour elles de se lâcher. Et je sais que personnellement, si un jour j'ai la chance de faire un film produit avec beaucoup de budget ou quoi, je sais pas en fait comment je pourrais aborder certaines questions parce que il y a plein de choses qui rentrent en compte et je me dis est-ce qu'on va accepter ça? Est-ce que ma communauté va accepter ça aussi? C'est une question. Est-ce que tu ressens une pression en tant que réalisatrice pour représenter une femme noire en fait, de comment femme noire ou femme racisée en femme général. Racisée, oui. Quand je dis noire, je m'excuserai. Femme racisée. Alors bon, évidemment, si je représente une femme racisée, j'aurais plus tendance à la faire noire puisque bon, enfin, ça me concerne et tout ça. Mais c'est vrai que voilà, n'importe quelle si je mets en scène n'importe quelle femme racisée, effectivement, c'est des choses à prendre avec des pincettes aussi parce que déjà quand elle n'est pas de ta communauté, qu'elle soit racisée ou pas, quand elle n'est pas de ta communauté, tu fais attention à ce que tu fais. Parce que voilà, il y a des choses qui peuvent être mal prises, alors que tu as envie de libérer certaines choses et tu te dis, ouais, mais peut-être que là, tu vois, je sais pas, je prends un exemple à la con, mais si je représente une Dominicaine, dans un rôle absolument autre que ce qu'on peut supposer qu'elles sont, tu vois, ça va poser question. On va me demander pourquoi tu as pris une Dominicaine pour jouer cette personne. Et pourquoi tout d'un coup elle est pas et pourquoi elle peut pas tu vois pourquoi elle n'est pas pourquoi elle n'est pas comme si tu as pris une Dominicaine, ça veut dire quelque chose et donc pourquoi tu ne l'as pas représentée comme ça? Moi je me suis posé cette question-là 1 million de fois en me disant pourquoi je ne pourrais pas prendre une personne, c'est une personne caribéenne quoi, déjà dans un premier temps. Qu'elle soit dominicaine, portoricaine ou même jamaïcaine, enfin voilà, c'est pas la question. C'est juste que si je veux représenter des gens de la communauté caribéenne, si je prends une dominicaine, on va me demander. Il y a forcément la question qui va tomber, et même moi, je vais me dire, il faut que je fasse attention à comment je la représente, parce que si je veux pas la représenter comme on va penser que je veux la représenter, du coup, il faut que j'aille à l'opposé de ça. Tu vois, et donc c'est des questions comme ça qui viennent dans ta tête et tu te dis et c'est intéressant parce que ce sont que les personnes racisées qui prennent des pincettes. Oui, parce que et c'est ça le problème, c'est-à-dire qu'à un moment donné on se dit mais pourquoi c'est moi qui devrais à chaque fois faire attention à ça? Mais c'est surtout parce qu'on est tellement coincé dans ce discours en général colonial, imaginaire occidental sur ce que font les femmes ultramarines, des femmes racisées en général, que quand on veut sortir de ce dialogue, en fait, on ne peut même pas assumer quelque chose, par exemple, assumer d'être, je sais pas, d'avoir des kinks, mais on va pas pouvoir le faire parce que du coup, on va vouloir aller à l'opposé de ce dialogue. En fait, on n'a pas le choix. Soit c'est à l'opposé, soit on suit un dialogue. Exactement. Et quand on suit le dialogue, forcément, on renforce les idéaux, on renforce l'imaginaire, et quand on va à l'opposé, en fait, on stigmatise tout un pan de cette communauté, quoi. Parce que je veux dire, finalement, du fait que ce dialogue n'a pas été fait pour moi, mais a été fait par des personnes extérieures, essayer de contrer ce dialogue, essayer de contrer ce discours, et c'est pas évident parce que du coup, on se retrouve forcément à dire non, je ne veux pas être ça parce que c'est ce qu'il m'a dit, mais en même temps, si moi je ressens l'envie de me dire allez, petit club libertin dimanche, je vais pas le faire parce que dans ce cas-là, je vais me dire non, en fait, c'est un peu chaud parce que j'ai vu ce film, j'en ai un peu marre qu'on pense que les femmes par exemple guadeloupéennes ne soient que ci, ne soient que ça. Je vais pas y aller. Mais c'est con, en fait c'est ça, le problème des représentations au cinéma, c'est que c'est toujours en 2 dimensions. On n'a jamais d'autres idées, on peut pas, d'une part comme on a dit, on peut pas avoir de dialogue très profond, on peut pas avoir un passé qui ne soit pas que souffrance, et en même temps, on peut pas être prude. Parce que et c'est ça, mais on peut pas être prude, mais en même temps, on peut pas être trop dévergondé parce que sinon, comme tu as dit Sarah, ça va pas plaire à notre communauté. Donc, on est toujours dans l'entre-deux et j'ai l'impression qu'on peut jamais satisfaire, on peut jamais tout satisfaire. Et en même temps, si on veut que notre film soit réalisé, soit finalement
Financé, produit, publié, enfin, comment on dit? On dit pas publié pour un film. Oui, distribué, merci. Et ben en fait, il faut aussi qu'ils collent à ce que recherchent les grandes compagnies du cinéma français. Donc ça veut dire que si moi j'ai envie de raconter l'histoire d'une femme, mettons qui va à la rivière, qui se baigne et qui en fait a une connexion à la nature, qui soit pas une connexion à un homme, pas une connexion à quelque chose d'autre de matériel, mais juste à une connexion avec son île, quelque chose de très poétique, ce sera plein parce qu'on veut pas voir une femme noire qui va juste se baigner à la rivière. On veut qu'elle fasse quelque chose d'autre. On veut qu'elle soit sexuelle, on veut qu'elle soit sensuelle, on veut qu'elle attise les regards parce qu'on veut qu'il y ait un intérêt à ce qu'on la représente au cinéma. Et si cet intérêt n'est pas présent, pourquoi perdre son temps se casser la tête, quoi. Exactement. Les femmes racisées ne sont importantes au cinéma que quand elles apportent un intérêt. Même quand je veux raconter une histoire banale, j'ai pas ce droit-là. Alors que les femmes blanches en général, elles peuvent avoir un rôle où il n'y a pas d'action, il n'y a pas... ça va juste de la poésie, et en fait ça va coller avec cette nature qu'on peut avoir des femmes blanches dans le cinéma. Mais les femmes noires, faut qu'elles aient un intérêt autre que juste la grande qui va se baigner à la rivière, quoi. Je sais pas si ça fait du sens, mais j'ai eu cette idéal. Pardon, vas-y. Non, j'ai eu cette fameuse réflexion de il faut qu'elle ait un intérêt. Je l'ai eu à l'école, ça. Je l'ai eu à l'école dans le sens où on écrivait, je crois, on devait écrire un petit sketch, un scénario, machin. Et en fait, du coup, je disais que dans le casting, on pourrait, mélanger. Je sais pas comment expliquer. On pourrait essayer de faire un casting pas exclusivement blanc, quoi. Tu vois, t'essayes d'introduire un peu le truc. Non, bon, voilà. Et puis, et on m'a demandé, mais du coup, c'est quoi l'intérêt? Et du coup, je disais, c'est juste d'ouvrir le casting à plusieurs personnes. Elle dit non, mais c'est pas qu'on ferme le casting, on ferme pas le casting, mais là il y a personne de noir dans le. Et genre j'étais ouais, mais c'est pas écrit qu'ils sont blancs non plus. Donc, tu vois, et en fait, la question est venue d'un seul coup, alors que je me suis dit, mais comme il n'y a pas d'intérêt à faire rentrer une personne racisée, qu'elle soit noire ou autre, peu importe. En fait, du coup, non, on va pas forcer. Enfin, il y a des gens noirs qui peuvent venir, s'ils veulent, c'est pas grave. Mais on va pas chercher spécifiquement. Oui, on va pas chercher spécifiquement à faire venir des gens racisés à ce casting-là, parce qu'il n'y a pas d'intérêt à les mettre dans un scénario, quoi. En fait, tout ça revient au fait que l'audiovisuel, le cinéma est. A été pour sûr, je sais pas, juste un outil du colonialisme et du néocolonialisme, parce qu'en fait, c'est un outil de représentation de ce que le colon voit ou veut voir, parce que il n'y a pas de... C'était pas son intérêt premier, et puis ça l'est devenu, forcément, comme le cinéma de propagande. Enfin voilà, ça devient un outil comme un autre. Exactement, et ça revient à ce que tu disais, Mélissa, parce qu'on est en fait enfermé dans cette vision coloniale où soit je vais dans ton sens, et même si t'as raison, je mets des guillemets, mais soit je vais dans ton sens et ça me déplaît à ma communauté parce que on n'a pas trop envie d'être d'accord avec le colon, soit je vais pas dans ton sens, mais je suis pas diffusée, je suis pas produit, je suis pas vue, je suis pas... Et ça renvoie au fait que le cinéma est vraiment c'est un outil de colonialisme et de néocolonialisme, et moi, je trouve ça dommage qu'on n'enseigne pas plus le cinéma, qu'on ne mette pas plus de caméras dans des mains de jeunes enfants racisés, en fait. Mais je déplore... Ils arrivent en école, ils font exactement la même chose que tout ce qu'ils ont vu jusqu'à présent. Exactement. Ils font exactement la même chose. Et en fait, pour prendre conscience, il faut vivre des choses, il faut vivre du rejet, il faut vivre le... pourquoi, quel intérêt de mettre une personne noire là-dedans? Quand tu vis ça, après tu te dis ah oui d'accord, ok, bon alors du coup on va revoir la chose d'une autre façon, parce que moi j'avoue que jusque là effectivement je me posais pas la question de savoir si celui qui jouait dans nos sketchs, dans nos trucs, s'il était blanc ou noir ou machin. Enfin effectivement moi j'avais pas, c'est pas que je voyais pas la différence, c'est juste que on prenait ce qu'on avait sous la main parce qu'on était à l'école. Et c'est vrai que quand on commence à te dire ah là en fait il y a du changement parce que tu veux une personne spécifique,
quel est l'intérêt de vouloir cette personne spécifique? Et là, quand sous couvert de bienveillance, non, mais c'est ouvert à tout le monde, on n'est pas obligé de mettre un noir. Quel est l'intérêt de mettre un noir particulièrement? Oui, pour les représentations. Pour les quoi? Non, mais on s'en fout, on prend tout le monde, on s'en fiche. Ouais, non, les gars, c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est pas comme ça, ouais, non. Ouais. À partir de là, tu commences à réaliser que, et je n'étais pas la seule noire de mon école, c'était pas la question, mais il y avait, s'il y avait cette espèce de truc un peu, non, on vit tous en communauté, on n'est pas comme on n'est pas raciste, du coup, on n'est pas sur la couleur des gens, quoi, tu vois. Ah là là, le fameux, je ne vois pas la couleur, ma race, c'est l'être humain. Ouais, le fameux. Alors lui, je pense que c'est le plus pervers des racismes ordinaires, quoi. Cette facilité. Ah ouais, grave. Cette facilité de dire qu'en fait. Mais en fait, ce qui est vraiment avec toutes ces représentations, c'est qu'en plus qu'on prend l'exemple de la Guadeloupe, en plus de pas avoir d'éducation sexuelle. Genre, il y a un défaut d'éducation sexuelle majeur tant dans les écoles, tant qu'auprès de nos parents. Et ben en fait, les seules façons qu'on a pour nous de savoir qu'est-ce que notre sexualité, finalement, c'est les représentations cinématographiques et les représentations pornographiques. Si on voit la place des femmes dans les femmes racisées dans le porno, les femmes racisées, elles sont fétichisées. Absolument. Et il y a que ça. Enfin, il y a des rubriques porno. Oui, c'est ça. Il y a des rubriques. Il y a les rubriques, oui. Exactement. Et pareil, du coup, ça pose la question de comment pouvons-nous découvrir notre sexualité lorsqu'en fait, si on veut faire à l'écart si on veut sortir des sentiers battus de ce que nous donne le cinéma, le porno, et en fait, on puisse se sentir anormal, par exemple. Je pense pas. J'ai rarement l'impression qu'ici, en tout cas dans les Antilles et dans les territoires ultramarins, que les femmes aient eu une première expérience sexuelle. Où elles ont finalement apprécié. Enfin, autour de moi, leur plaisir était le centre. Non, mais c'est ça, c'est que l'histoire se répète, c'est toujours la même chose. Nous, on va croire que faire une fellation à un type, même si on n'en a pas envie, c'est comme ça que ça doit se faire parce que c'est ce qu'on voit. Mm-hmm. Que en fait, le clito, pour peu que les hommes sachent que c'est où il se trouve, c'est pas grave. Et qu'en plus, il y a aussi cette histoire de nous faire croire que toucher son clito, par exemple, lorsque c'est l'acte sexuel, c'est pas normal. C'est pas bien. Normal. Tu me retires ma part de travail, la jeune fille, exactement. Tu vois. Non, laisse, c'est moi qui fais ça. Ouais. Du coup, c'est ça, c'est que le manque de représentation, le manque, en fait, de vision sur la sexualité des femmes et des femmes racisées, nous, en tant que spectatrices, nous laisse peu de choix sur comment on peut explorer. Et du coup, on va forcément passer par différentes voies. Enfin, quand on a la possibilité. Enfin, je sais que c'est comme pour tout. Il faut toujours qu'on expérimente quelque chose de désagréable pour finalement se dire que, ok, je peux clairement pas faire ça. Mais on va commencer par nos petites histoires amoureuses où on va faire notre première fois. Et puis peut-être que ça va durer des années avant qu'on se rende compte que, en fait, c'est nul. J'aime pas du tout et tu t'en fous si ça me fait mal, tu penses que c'est chouette alors qu'en fait si ça fait mal, il y a soit un problème gynécologique, soit il y a aussi un problème psychologique parce que tu veux pas forcément de cette pénétration avec donc voilà, non mais donc là on parle je rentre un peu plus dans le détail de la vie sexuelle mais du coup c'est ça. On peut pas, on ne sait pas, on n'a pas les outils qu'on a médiatiques sont biaisés, sont faussés, nous donnent une image complètement erronée la plupart du temps, sans en fait qu'on nous dise, les filles, vous savez quoi, on va vous apprendre un truc super, votre clito, et en grande majorité, c'est seulement lui qui vous donnera le meilleur orgasme de votre vie. Mais on n'a pas le droit de parler, tout ça c'est tabou. Et on n'a même pas, je veux dire, le clito, il m'a fallu des années avant que je puisse dire à mon partenaire, en fait, ce que tu es en train de faire, je sais pas à quoi ça sert parce que le petit cunilingus que tu me fais là, t'es où? Ouais. Je te donne une carte, je vais te donner une carte de faire des indications. Ouais, je vais te donner des petites indications. Et ce qui est chaud, c'est aussi que il faut avoir ce partenaire parce que
tant nous on est bloqués sur ces représentations, mais tant pour eux les hommes, il faut que ça soit inné, ils peuvent pas apprendre, ils doivent savoir parce que ce sont des hommes, il y a toujours cette facilité pour eux de savoir que ils connaissent déjà tout, ouais. Parce que de toutes les façons, moi je prends mon pied, c'est sûr et certain que toi tu prends ton pied, il n'y a pas de raison que, et du coup pour trouver le partenaire truc, je suis même pas sûre si eux ils prennent leur pied, hein. Je sais même pas si ils prennent leur pied parce que pour eux prendre leur pied c'est très, enfin ne serait-ce qu'avoir une petite sensation c'est assez, mais je sais même pas si vraiment ils prennent leur pied parce que même dans les représentations c'est très dans la performance en fait, c'est l'homme qui donne et c'est la femme qui reçoit. Je regardais d'ailleurs un truc sur Netflix et elle disait littéralement genre alors la femme elle reçoit et l'homme donne. Donc eux-mêmes ils se mentent dans ce je sais pas dans cette fantaisie où ils doivent dans ce schéma de performance et de donner et de machin. Et je pense qu'eux-mêmes sont enfermés dans cette représentation et ils font semblant comme nous on fait semblant. Donc on est deux dans un lit à savoir mais pas vraiment savoir, qui veulent pas vraiment oser poser des questions et on se ment quoi au lieu de mettre. Ça reste toujours très compliqué je trouve de trouver un juste milieu. Je sais que personnellement au fil des années en fait avec les expériences voilà, t'as plusieurs expériences en plus j'ai eu des expériences avec des hommes blancs, avec des hommes noirs et tout ça, et on voit les différences au fur et à mesure, et plus on avance en âge, plus ta sexualité évolue, et donc et c'est vrai que du coup la mentalité entre guillemets des hommes évolue aussi là-dessus. On va pas se mentir, ils restent pas figés quoi. Mais c'est vrai que voilà, les expériences que j'ai pu avoir avant, en tout cas plus jeune, avaient un espèce de, je sais pas comment expliquer. Un espèce de goût nouveau de je sais tout. Tu vois, et que les hommes soient noirs ou blancs, il n'y avait aucune différence là-dessus. Et puis plus ça évolue, et plus j'ai eu cette sensation de me retrouver avec les miens. Tu vois ce que je veux dire? Okay. De trucs de on se comprend. Il y a quelque chose d'un peu plus de plus nuancé. Ouais, de plus nuancé, ouais. En fait, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que y avait plus ce truc de fétichisme. Il y a plus de truc de tu es mon objet de désir, de machin et tout ça. Mais ça, je l'ai vu avec le recul. Je l'ai pas vu tout de suite, évidemment. C'était pas. Ça arrive. Je pense que ça arrive tout le temps comme ça. Ouais, c'est clair. Mais non, c'était un truc un peu. Attendez, je suis pas très bien là. Je vais juste. Voilà. Du coup, je vais juste. Je disais que c'est toujours un peu compliqué de se construire dans sa sexualité quand quelqu'un ne vous écoute pas. Et plus j'avance, et plus je me dis, bon, en fait, les gens de ma communauté savent m'écouter. Ça, c'est un truc, c'est indéniable. Avant, c'était pas le cas. Plus jeune, on était dans des espèces de stéréotypes, des trucs avec des œillères, quoi. On se disait, non, mais j'avais l'impression que c'était, je suis un homme noir, et donc il faut que je sois représenté comme un homme noir, tu vois. C'était un peu ça. Et il y avait un truc un peu effrayant pour moi. C'était. Totalement, ouais. Il est dans une représentation d'homme noir. C'était. Il joue l'homme noir. Il joue son rôle. Il a appris à être comme ça. Et donc, je dis au fur et à mesure, tu te rapproches un peu, tu te dis bon, en fait là, on est un peu plus sur la même longueur d'onde. Ouais. Quand toi, tu découvres ton corps aussi, tu sais ce que tu aimes et tu te rends compte en fait, tu peux parler. Selon les mecs que tu rencontres, il y en a certains, tu peux leur parler. Et donc, ça définit aussi quel est ton type d'homme. Oui, puis cette représentation dans laquelle l'homme noir il s'enferme, on l'enferme et il s'enferme, hein, ça commence très très jeune. Je me souviens, quand on était au carnaval, Mélissa, quand on était à Saint-François, quand je rentrais, j'allais prendre ma voiture, donc je marche, machin, aucun sentiment d'insécurité, mais je passe la plage qui est après, à Saint-François, la plage qui est après le cimetière. Il y a Raisins clairs, la plage des Raisins clairs. Donc il y avait des gens une famille qui était assis sur le trottoir. Et il y a un homme qui dit en créole, ah oui, mais non, fais juste ça là. Et puis si quelqu'un te regarde ou te voit, t'as juste à leur montrer ou à faire pipi sur eux.
Donc sur un moment, j'ai un moment où j'ai entendu ça, mais je continue à marcher, je comprends pas, et je regarde, et il y a un petit garçon noir, de foncé de peau, je parle, il y a peut-être quoi, 5 ans, 6 ans, qui en fait voulait faire pipi. Et donc il regardait, donc j'imagine son père, pour lui demander, genre, est-ce que je peux... bon, là, près de l'arbre, il cherchait un endroit un peu plus discret. Mais la manière dont il a dit ça, j'étais genre... Donc là, tu es en train de dire à un enfant, OK, fais ce que tu veux, va pisser où tu veux, et puis si ça dérange quelqu'un, tu as juste à lui montrer ton pénis ou à pisser sur lui. Et je me suis dit, mais genre, t'imagines ce que tu... Moi, ça m'a relié, ça m'a fait repenser en fait à tous les appareils génitaux que j'ai vus dans ma vie que je ne voulais pas voir, et que je n'ai absolument pas... Et en fait, je me suis dit, mais en fait, c'est là que ça commence, tu vois, parce qu'il a vraiment dit ça, si ça dérange quelqu'un, tu fais juste le montrer, et puis, et j'étais genre, mais non. Non, en fait, tu pas. Non. Pas juste derrière l'arbre. Bon, déjà, théoriquement, tu as 5 ans, tu as 6 ans, personne n'est censé chercher à regarder quoi que ce soit chez toi, mais va juste derrière un arbre, et puis voilà, pas besoin d'ajouter cette je sais pas moi, cette performance, cette arrogance, cette performance dans juste, il voulait juste se vider la vessie, il était 1h du matin, enfin voilà quoi, et ça m'a vraiment, je me suis dit, putain, tous les hommes... j'ai vu leur appareil génitaux que je ne voulais absolument pas voir. C'est peut-être qu'ils ont entendu et peut-être que pour eux, c'est juste... voilà quoi, c'est de la performance. Pour l'anecdote, c'est-à-dire que j'ai toujours, personnellement, ça c'est très personnel et ça ne regarde que moi, j'ai toujours eu un rapport à la sexualité assez ouvert, je dirais pas décomplexé en mode... voilà, mais ouvert dans le sens où je peux tout entendre, je peux tout comprendre, même si il y a certaines pratiques qui me plaisent pas ou quoi, j'ai jamais été fermée sur certains sujets. Et donc, du coup, par exemple, voir des sexes, ça m'a jamais choquée. Ça m'a jamais choquée, j'ai jamais été ni dérangée, ni quoi que ce soit. Bon, évidemment, après, je regarde pas des sexes toute la journée non plus, mais ce que je veux dire, c'est que ça me dérange pas. Je vois un sexe, ça me dérange pas. Et en fait, comment dire, j'ai voulu valoriser, notamment par mon compte Instagram, j'ai vraiment voulu valoriser la sensualité de la féminité. Donc, vraiment, je maxe là-dessus, notamment pour l'acceptation de soi, de son corps, de se dire, voilà, on peut vivre, même si, peu importe ce à quoi on ressemble, mais ça a toujours été, comment dire, c'est pas que j'ai réalisé ça plus tard, c'est juste que au fil du temps, tu te dis, ouais, mais en fait, si tu l'assumes comme ça, il faut assumer les conséquences aussi. Parce que tu peux pas te laisser aller sur la sexualité sans qu'on te juge. C'est impossible. Malheureusement, ouais. Malheureusement, à un moment donné, il faut juste l'assumer et il faut juste dire, ouais, écoutez les gars, c'est comme ça, quoi. Donc, que ce soit dans mon travail ou que ce soit dans ce que j'ai envie de représenter, en tout cas sur les photos que je fais ou quoi, ce penchant-là que j'ai, c'est assumé. Maintenant, c'est bon, j'ai toujours eu ça. Mais avant, je l'assumais pas. J'avais juste pas envie qu'on vienne m'emmerder, quoi. Donc, du coup, je le faisais pas. Maintenant que c'est assumé, maintenant que c'est OK, je suis OK avec ça, tout est OK tout est en place, quoi. Eh ben, il y a des gars qui ne voient que l'aspect premier de c'est une meuf, elle est bonne. L'aspect sexuel, quoi, ouais. Ouais, elle monte son cul. Donc, je peux me permettre de lui envoyer, me permettre de lui envoyer des photos de ma bite. Non. Et tu dis, et ça m'arrive, franchement, au moins 3, 4, 5 fois par an, de recevoir un pénis non sollicité. Sur les réseaux sociaux, non sollicité, sur les réseaux sociaux. Alors, j'aime beaucoup maintenant Instagram, il te dit, c'est une photo contenu non sensible, je sais pas quoi. Donc, est-ce que vous voulez la voir? En général, ouais. Bon, tu vois. Et le truc, c'est qu'il n'y a pas de bonjour avant. Moi, c'est ça qui me dérange. Il n'y a pas de bonjour. Parce qu'une femme sexuelle n'est pas polie, Sarah. Pas besoin de te charmer. Dire bonjour, c'est charmant, ça. Et puis, donc, c'est aussi, t'as pas besoin de te dire bonjour, vu que si tu te mets déjà en pause sur Internet, c'est au panier pour respect. Voilà. Tu n'as aucun respect. Ben oui, c'est ça, c'est que tu n'as aucun respect pour toi. Donc, pourquoi je m'embêterais? Il n'en a pas pour moi. En fait, c'est ça. Et donc, il se permet, parce que lui, évidemment, il va pas les mettre sur les réseaux sociaux en me taguant dessus, tu vois. Donc, il va me l'envoyer en message privé.
comme si j'en avais envie, quoi, comme si j'avais discuté avec lui toute la nuit, voilà. Et donc, mais ça, c'est systématique. Et en fait, personnellement, j'associe ça à, alors le mot va peut-être paraître un peu fort, mais je l'assume, c'est du viol visuel. C'est du viol visuel, on te demande pas la permission et on t'impose un sexe, quoi. Ouais. À un moment donné, je veux dire, j'ai pas dit oui. Est-ce que tu peux, parce que en fait, tu sais quoi, je crois que je le prendrais même mieux si un gars m'envoyait un message pour me dire bonjour, j'ai vu tes fesses aujourd'hui, est-ce que tu as envie de voir mon pénis? Tu vois? Tout simplement. La communication. La communication, c'est-à-dire parce que si ça se trouve, oui, si ça se trouve, écoute, ce matin, je me suis dit, parce que soit tu réponds oui, soit tu réponds non. C'est une question comme une autre. Si j'ai pas envie de répondre, eh ben tu me l'envoies pas. Et si je réponds non, oui, enfin voilà, on peut discuter. C'est intéressant parce que le respect n'est pas. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de respect, pas unanime. C'est quoi le mot que je cherche? Mais à tout le monde. Le respect, je le donne. Quand tu es un homme, le respect, tu le donnes à qui tu veux, quand tu veux. C'est-à-dire que tu vas voir une fille, tu vas voir ses fesses sur Instagram. Le respect, non. C'est pas quelque chose que. En fait, le respect, c'est une notion qui est pas. C'est pas universel. Non, en fait, le respect, c'est au mérite. Exactement. Le respect, c'est au mérite. C'est pas genre je respecte tout le monde parce que tout le monde est respectable, quel que soit ce qu'il est. C'est le respect est au mérite. Donc après, c'est eux qui décident de ça. Hein. Mais oui, chacun a ses propres valeurs parce que voilà, il y a des gens, par exemple, je prends des dictateurs, on n'a pas envie de les respecter ces gens-là parce qu'on se dit il y a un degré qu'on peut plus supporter, tu vois. Il y a un degré où massacrer des gens, c'est pas humain. Mais quand c'est montrer ses fesses, est-ce que c'est comparable à massacrer des gens? Je sais pas. Eh ben, dans la tête de certains, c'est exactement la même chose. On respecte pas les gens qui montent leurs fesses ou voilà. Parce que évidemment, des fesses, c'est forcément sexuel, tu vois. Ça peut pas être. Ouais. Ben, c'est comme on avait reçu que les seins c'était des organes génitaux. Ouais, des organes génitaux. Avant d'être. Non. Mais du coup, c'est intéressant parce que je pense que malheureusement, on arrive à la fin de l'épisode. Mais la fin de cette conversation, en tout cas, déjà nous permettra de peut-être mettre en place un autre épisode sur finalement le harcèlement sexuel sur les réseaux sociaux. Moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. Personnellement, je pense que les viols virtuels et visuels, en tout cas, j'en suis très. Enfin, pour moi, c'est latent que le droit se porte finalement un vrai regard là-dessus. Parce que la publication des photos, moi, je trouve que c'est un peu trop light pour dire juste photo à caractère intime publié sans consentement. Moi, je trouve ça beaucoup trop light. Mais du coup, voilà. Enfin, je me dis là, la conversation elle est super intéressante, mais on va partir un peu partout. Et du coup. Faut faire un deuxième épisode là-dessus. Je suis totalement d'accord avec vous. Ah ouais, mais grave. C'est grave. C'est surtout que c'est important ici parce que ça appelle forcément à la sexualité, comment on s'exprime notre sexualité, parce que souvent, on en parlera peut-être une autre fois, mais surtout comment finalement celles qui font les photos sont toujours les coupables et ceux qui les publient sont toujours à moitié innocentés parce que c'est presque même des héros parce qu'ils ont partagé. Tu vois, ils ont plein de love. ouais, mais bon, ça, je pense qu'on le fera une prochaine fois. Et puis, du coup, Sarah, si ça te tente d'en parler avec nous. Du coup, je pense qu'on va peut-être annoncer la fin de l'épisode. Je suis un peu casse-bonbon, mais. Ouais. Non, mais il n'y a pas de souci. Non, mais en tout cas, merci beaucoup, Sarah. Ton Instagram, du coup, comme on en a parlé, c'est Siro, donc @S3IIIWO. Voilà. On te mettra dans les crédits de toutes les façons. Oui, quoi qu'il en soit. En tout cas, ça a été c'était un grand plaisir d'avoir. C'était super intéressant selon moi. Grave, et puis, grave. Ça demanderait peut-être un prochain épisode, en tout cas sur le cinéma, mais pour le moment, c'était vraiment intéressant. Et puis c'est bien qu'on partage, qu'on se communique sur ces choses parce qu'au moins on est moins seul à se dire non, la représentation est fausse ou est erronée ou en tout cas elle me plaît pas. Regardons les films autrement. Mais
Queen and Slim, tu nous diras ce que t'en as pensé. Ouais. C'est disponible où? Je peux regarder ça sur Netflix? Sur Netflix, non, il est cinéma. Je sais pas si peut-être qu'il sera en streaming. Alors je vais devoir contourner. Moi, je vais les regarder en streaming. Hein, Bon, alors voilà, il faut regarder. Voilà. Je vais t'envoyer un lien, Mélissa. Je t'envoie un lien. Ça marche. Bon, du coup, on est en temps de confinement. On a enregistré cet épisode par Skype. Donc, j'espère que vous nous comprendrez. On va sûrement avoir un autre épisode aussi par Skype avec une modèle. J'ai plutôt hâte aussi pour cet épisode. Mais en tout cas, on te remercie beaucoup, Sarah, pour aujourd'hui. C'était vraiment cool. Et on espère que vous, auditeurs, auditrices, on va d'abord parler des auditrices. Merci en tout cas pour votre écoute. Merci pour votre fidélité. Et prenez soin de vous durant ce confinement. Foss. Okay. Bye. À bientôt. Et puis, longue vie à Franca Chaeko. Vous faites un travail génial. Ah, merci. Merci. Bisous. Bye. Ciao.